Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bienvenue dans cette nouvelle matinale RSM. Alors, on profite tout d'abord de cette première matinale 2024 pour vous souhaiter une très belle année. On vous souhaite bien évidemment le meilleur et que cette année soit synonyme de réussite pour vous tous. Pour ceux qui ne connaîtraient pas encore notre format, les matinales RSM, ce sont des webinaires, le vendredi matin en l'occurrence, qui nous permettent d'aborder l'actualité de vos entreprises, qu'elles soient sociales, fiscales, financières ou RH. Et on se retrouve aujourd'hui pour débuter l'année avec notre traditionnelle actualité sociale, toujours très riche. Donc on va faire le point sur un certain nombre de sujets, de changements, et nous ferons bien évidemment un focus sur le partage de la valeur, un sujet phare de ce début d'année. Très rapidement, avant de rentrer dans le vif du sujet, quelques mots sur le réseau RSM. Donc RSM, nous sommes un cabinet d'expertise comptable, d'audit et de conseil. Nous sommes un réseau de proximité puisque nous sommes présents dans les principaux pôles régionaux et nous sommes également présents à l'international puisque nous sommes le 6e réseau mondial d'audit, d'expertise comptable et de conseil. Et je dirais que tous les métiers et expertises de RSM nous permettent de couvrir un large spectre de sujets qui concernent vos structures et qui nous permettent donc de vous apporter les éclairages nécessaires. Je n'en dis pas plus pour ce qui est de l'introduction et je vais tout de suite laisser la parole à Giovanni, notre expert du sujet. Voilà, bonjour à toutes et à tous. Meilleurs vœux, je m'associe à Aurélia pour ces vœux de la nouvelle année 2024. Présenter Aurélia, qui est également consultante RH au sein du bureau de Lyon et moi-même responsable du pôle social au sein du bureau RSM Grand Est. Voilà. Alors, rentrons dans le vif du sujet avec l'agenda de cette matinée, donc forcément un arbitrage très cornélien. Néanmoins, nous avons souhaité en fait axer la présentation sur la loi partage de la valeur là qui a été promulguée en fin d'année dernière, pas au 31 décembre, mais à la fin du mois de novembre, ce qui est assez notable de le souligner. Les principales dispositions de la loi de financement de la sécurité sociale 2024 et la loi de finances 2024 et comme d'habitude en bref. Donc le format est toujours contraignant, comme vous le savez, mais contraignant dans le sens positif du terme. Ça nous permet de vous donner des indications et des informations vraiment, on va dire, sommaires et résumées, mais ça doit, j'allais dire, susciter, en tout cas chez vous, des réflexes pour aller plus loin. C'est un petit peu ça l'objectif de notre démarche. Alors, le premier sujet, loi partage de la valeur. Donc, comme je le disais, la loi est parue au journal officiel du 30 novembre. C'est une loi du 29 novembre et elle vise la transposition de l'accord national interprofessionnel relatif au partage de la valeur au sein de l'entreprise. Donc cette loi, en fait, finalement, reprend assez fidèlement l'ANI du 10 février 2023, qui a été négociée entre les partenaires sociaux. L'objectif et les finalités de cette loi sont assez connus finalement et relativement médiatisés à travers les médias, c'est-à-dire mieux associer les salariés aux performances de leur entreprise pour soutenir le pouvoir d'achat, puisque ça, c'est le leitmotiv des pouvoirs publics depuis la remontée de l'inflation et malheureusement pour nous le niveau haut d'inflation depuis les crises internationales dont nous avons déjà parlé lors des précédentes matinales. Améliorer l'accessibilité aux dispositifs d'épargne salariale, puisque les différents constats qui ont été faits d'année en année, c'est malheureusement la faible, on va dire, médiatisation dans les entreprises des dispositifs d'épargne salariale. Je pense notamment aux entreprises de moins de 11 salariés. Enfin, encourager dans les entreprises de moins de 50, c'est le corollaire de ce que je viens de dire, le développement des dispositifs de partage de la valeur, participation, intéressement, plan d'épargne, prime de partage de la valeur, qui rentre maintenant un petit peu de manière plus officielle dans les dispositifs d'épargne salariale. En conclusion, ce que l'on doit retenir de cette loi, ce sont de nouvelles incitations pour les entreprises, notamment et principalement pour les entreprises de moins de 11 salariés et de nouvelles obligations pour les entreprises selon leur effectif. Donc, plutôt obligations pour les entreprises de plus de 11 salariés, comme on le verra tout à l'heure, plus de 50 bien évidemment. Les moins de 11, pour l'instant, sont relativement épargnés, au sens où la loi n'apporte pas, on va dire, de bouleversement en termes d'obligations légales,
elle incite davantage, mais elle ne crée pas d'obligations, on va dire, draconiennes pour les entreprises de moins de 11. L'entrée en vigueur de cette loi, c'est le 1er décembre 2023, puisque la loi a été publiée au journal officiel le 30 novembre, sauf disposition ayant une date spécifiquement prévue par la loi ou celle nécessitant bien évidemment, comme vous le savez, un décret d'application. La loi fait notable quand même, n'a pas fait l'objet d'une saisine du Conseil constitutionnel, compte tenu d'un certain unanimisme, ce qui est assez intéressant de souligner, au sein des partis politiques. Trois volets principaux de cette loi de partage. Pour résumer, donc c'est le premier pan qu'on va développer, c'est l'évolution de la prime de partage de la valeur, ex-prime Macron. Je ne reviens pas sur, on va dire, le vocabulaire et la dénomination. Ça, aujourd'hui, c'est rentré un petit peu dans le fonctionnement des entreprises. La création de nouveaux dispositifs de partage de la valeur, ainsi que l'aménagement et l'adaptation des dispositifs existants, c'est-à-dire intéressement, participation, pour faire simple et vite. Sur la PPV, donc prime de partage de la valeur. On en a parlé déjà lors des précédentes matinales. Vous savez, on ne rentrera pas dans le détail de ce qu'est la PPV. Simplement, attirer votre attention sur les trois principales évolutions notables à souligner, à savoir la possibilité d'attribuer 2 PPV au cours d'une année civile. Ça, c'est tout à fait intéressant, même si on peut effectivement aussi fractionner les primes comme avant. Donc, l'intérêt de cette mesure, c'est de pouvoir effectivement fixer des modalités de versement différentes en fonction des 2 PPV que nous avons, que vous pourriez effectivement mettre en place au cours, par exemple, de l'année 2024 et les années suivantes, ce qui n'était pas le cas par le passé. Modalités d'attribution type proportionnel au salaire, ancienneté, etc. Donc, les modalités, les modulations dont on a déjà parlé par le passé. Entrée en vigueur le 1er décembre 2023. Comme vous le savez, dans le passé, une seule prime pouvait être versée, ça on l'a dit. Et j'insiste également sur un point, mais ça n'a pas fait l'objet de changement, la nécessité de formaliser la PPV par décision unilatérale de l'employeur à minima ou accord d'entreprise collectif, après information, le cas échéant, du CSE, du comité social économique, s'il existe, bien évidemment. Deuxième sujet, mais qui était attendu, puisqu'on l'avait aussi annoncé lors de la matinale de la rentrée dernière, c'est l'exonération, la confirmation de l'exonération de CSG-CRDS, prolongée jusqu'au 31 décembre 2026, mais seulement dans les entreprises de moins de 50 salariés. Donc, sont concernés les salariés ayant perçu au cours des 12 mois précédents une rémunération inférieure à 3 SMIC annuels et pour les PPV versés donc du 1er janvier 24 au 31 décembre 26. Tout à l'heure, on abordera dans le tableau de synthèse le résumé du régime social et fiscal. Autre élément intéressant à retenir aussi, et je trouve assez pertinent quand même, c'est la possibilité d'affecter la PPV à un plan d'épargne salariale ou retraite, et c'est-à-dire en tout ou partie, bien évidemment, un plan d'épargne entreprise, un plan d'épargne interentreprise, un PERCO, un PERECO ou un PERO, enfin voilà, toute la gamme en fait des plans d'épargne. Et le gros intérêt en fait de cette possibilité d'affectation, c'est l'exonération d'impôt sur le revenu des sommes ainsi effectées dans les mêmes limites que celles prévues pour l'exonération de cotisations sociales et d'exonération temporaire d'impôt sur le revenu réservé aux entreprises de moins de 50 salariés, avec aussi un abondement un abondement possible de l'employeur en cas d'affectation à un plan. L'entrée en vigueur est subordonnée à l'attente d'un décret. À ma connaissance, celui-ci n'est pas paru. Ça, c'est le premier point. J'attire votre attention sur le fait que si vous entrez dans cette direction-là, en tout cas si vous optez pour cette option tout à fait intéressante, je trouve, en matière d'exonération d'impôts, il conviendra bien évidemment de se rapprocher de la banque ou du courtier habituel avec qui vous travaillez pour modifier le règlement du plan et de fixer bien évidemment la possibilité à mon sens, on verra le décret, mais je pense qu'il faudra modifier le règlement du plan existant ou d'en créer un nouveau. Dans cette slide sont indiquées également les indications, enfin le lien, le PowerPoint, vous l'aurez bien évidemment, mais sont indiquées dans ce slide les références du BOSS et les mises à jour qui ont été éditées par le BOSS en date du 21 décembre 2023. Donc comme je le disais, aussi, ça c'est le premier tableau de synthèse
avant le tableau de synthèse général. Les limites d'exonération n'ont pas changé, hein, c'est toujours 3 000 €, c'est le cas général. La PPV donc est exonérée de 3 000 €, y compris si vous versez 2 primes dans l'année, hein, on fait masse des primes bien évidemment, et 6 000 € dans l'hypothèse où l'entreprise dispose, si vous voulez, d'un dispositif de participation d'intéressement. Ça n'a pas changé, c'est rappelé dans cette slide. Le tableau de synthèse, c'est celui-ci. Donc, comme on l'a dit, pour les entreprises en dessous de 50 salariés, donc jusqu'au 31 décembre 2026, donc vous voyez bien que en dessous de 3 SMIC annuels, là, c'est tout à fait intéressant, hein. Non imposable, exonéré, exonéré, exonéré. Au-delà de 3 SMIC annuels, imposable, sauf affectation à un plan d'épargne salariale, exonéré à verser pour la CSG-CRDS et exonéré de forfait social. Pour les entreprises de plus de 50 salariés, et là, il n'y a pas de distinguo entre les rémunérations en deçà du SMIC ou au-dessus du SMIC. C'est imposable, sauf affectation à un plan d'épargne, exonéré de cotises, CSG, CRDS à verser et forfait social exonéré, sauf pour les entreprises comptant 250 salariés et plus. Voilà, ça c'était pour la PPV. Le dispositif, les nouveaux dispositifs de partage de la valeur. Donc vous avez, comme je le disais, pour les entreprises de moins de 11, rien de particulier à signaler, sauf incitation de mise en place d'intéressement, PPV, etc. Donc l'entreprise de moins de 11 salariés n'est pas, on va dire, frappée d'une obligation de faire quoi que ce soit depuis la loi de partage de la valeur. En revanche, pour les entreprises de 11 à 49 salariés, effectivement, il y a une obligation, en tout cas, de mettre en place un dispositif de partage de la valeur pour les entreprises type participation, intéressement, abondement ou PPV, bien sûr, pour donc les entreprises d'au moins 11 salariés qui ne sont pas tenues de mettre en place donc la participation, mais qui réalisent un bénéfice net fiscal au moins égal à 1% du chiffre d'affaires pendant 3 exercices consécutifs. Donc la définition de ce bénéfice est identique à celui de la participation, qui est indiqué dans ce slide, hein, c'est le bénéfice imposable déduction faite de l'impôt correspondant, mais augmenté de la provision pour investissement. C'est pareil, c'est la même définition. C'est un peu technique, vous m'excuserez, mais c'est la même définition que pour retenue pour la participation. Bien évidemment, qui ne sont pas couvertes au titre de l'exercice suivant ces 3 années par l'un des dispositifs de partage de la valeur, participation, intéressement, etc. Et au 1er janvier 2025, puisque l'obligation tombe au 1er janvier 2025, les conditions seront appréciées sur la base des exercices 22, 23 et 24. Retenez que le dispositif est lancé à titre expérimental sur 5 ans et fera l'objet en fait, d'un rapport d'évaluation à l'issue de ces 5 ans pour vérifier et, pour les pouvoirs publics, bien évidemment, d'une éventuelle pérennisation. Donc, c'est vrai que ça nous amène relativement loin, mais retenez que, effectivement, les choses deviennent sérieuses, entre guillemets, hein, pour les entreprises de 11 à 49 à partir du 1er janvier 2025, dans l'hypothèse où il y a effectivement une augmentation du bénéfice net fiscal sur les exercices 22, 23 et 24. Pour les entreprises de 50 salariés et plus, c'est-à-dire celles tenues de mettre en place la participation et ayant au moins un délégué syndical. Donc là, il y a les obligations devaient être un peu plus, on va dire, contraignantes. L'obligation pour ces entreprises, c'est le Code du travail 3346-1, donc nouvel article du Code, nous dit, lors de la négociation d'un dispositif de participation d'intéressement, il y a une mise en place d'une nouvelle obligation de négocier sur la définition de ce que constitue une augmentation exceptionnelle du bénéfice et des modalités de partage de la valeur pour les salariés. Donc, le Code du travail nous indique que cette définition doit être effectivement négociée entre partenaires sociaux et elle doit tenir compte des critères suivants: taille de l'entreprise, secteur d'activité, survenance d'une ou plusieurs opérations de rachat d'actions notamment. Hein, je ne rentre pas trop dans le détail pour éviter d'être trop complexe, mais c'est de tenir compte de ces critères visés par le Code du travail et ainsi que les bénéfices réalisés lors des années précédentes ou les événements exceptionnels externes à l'entreprise. Ce sont des critères qui sont visés par cet article du Code du travail. Quelle modalité de partage de la valeur? Donc, si on aboutit
à cette définition-là de bénéfice exceptionnel et qu'on rentre dans ce champ d'application, ben, l'entreprise, en fait, si elle a déjà une participation, un accord de participation, un accord d'intéressement, versement d'un supplément, voilà, et elle répond à son obligation de partage de la valeur, ou bien nouvelle négociation pour mettre en place un dispositif d'intéressement, ou bien un versement d'un abondement sur un plan d'épargne, PE, PEI, PERCO d'entreprise ou interentreprise, PERECO, ou versement d'une PPV dont le régime a été modifié, comme on l'a vu précédemment. Quand? Alors, 1er décembre 2023, donc effectivement, entrée en vigueur de la loi. Point de vigilance à retenir, ce sont les entreprises concernées par cette loi et qui appliquent déjà un accord d'intéressement ou de participation à la date de promulgation, doivent engager une négociation sur la définition du bénéfice exceptionnel et le partage de la valeur qui en découle, et ce, avant le 30 juin 2024. Ces dispositions ne s'appliquent pas aux entreprises dotées d'un accord de participation ou d'intéressement comportant déjà une clause spécifique prenant en compte les bénéfices exceptionnels. À mon sens, c'est relativement rare, donc mais la loi en parle, ou mettant en œuvre un régime de participation avec une formule de calcul plus favorable aux salariés que la formule légale. Ça, en revanche, c'est plus fréquent, même si ce n'est pas la formule la plus répandue. Voilà pour les obligations pour les entreprises de plus de 50 salariés. Autre sujet concernant les nouveaux dispositifs de partage de la valeur, c'est la création à titre facultatif, et c'est le dispositif facultatif, d'un plan de partage de la valorisation de l'entreprise, la PPVE. La mise en œuvre de ce PPVE est subordonnée à la publication d'un décret. On parle de quoi? On parle en fait de verser des primes avec un régime social et fiscal sans passer par l'actionnariat, dont la complexité a été relevée par les différentes études d'impact qui ont été menées en direction des PME et des ETI. Donc, sont concernées toutes les entreprises. Je rappelle, le dispositif est facultatif. Toutes les entreprises entrant dans le champ d'application de l'intéressement, il n'y a aucune obligation de conditions d'effectif réclamée. Salariés concernés, ce sont tous les salariés de l'entreprise ayant au moins d'un an d'ancienneté. Le plan peut prévoir une condition d'ancienneté inférieure. Ceux quittant définitivement l'entreprise pendant la période de plan de 3 ans ne peuvent pas en bénéficier. Donc, un seul plan par période de 3 ans. La mise en place suppose un accord avec l'établissement sur la base d'un rapport du commissariat aux comptes. Le contenu du plan devra tenir compte du montant de référence et les éventuelles conditions de modulation du montant de référence entre les salariés, la formule de valorisation retenue, bien évidemment, uniquement pour les sociétés non cotées, la date d'appréciation de la valeur de l'entreprise, ainsi que là où les dates de versement de la prime. Donc, la finalité de ce PPVE, c'est vraiment l'idée de verser une prime dès lors que la valeur de l'entreprise augmente au cours d'une période de 3 ans. J'attire également votre attention sur un point particulier, c'est que l'accord devra effectivement faire l'objet d'un dépôt auprès de l'administration pour bénéficier des exonérations sociales et fiscales. Pareil, le décret doit encore paraître. Et j'en viens au régime social et fiscal. Donc là, c'est tout à fait intéressant aussi. Il s'agit au niveau fiscal de bénéficier, si la prime en question découlant de ce plan est affectée à un plan d'épargne salariale, une exonération dans la limite de 3,75% du plafond annuel de sécurité sociale. En cas de versement de la prime sera soumise à impôt. Et au niveau du régime social, pour les années 26 à 28, exonération, sauf CSG-CRDS, de l'ensemble des cotisations sociales et patronale, sauf manifestement là d'une contribution qui tombe de 20% au profit de la CNAV. Voilà, donc ça c'est pour parler de ces nouveaux dispositifs de partage, donc à retenir sur le PPVE, donc facultatif pour toutes les entreprises, et l'idée étant de partager, on va dire, le fruit de l'expansion de l'entreprise avec les salariés, une alternative à l'actionnariat un peu plus complexe à mettre en œuvre dans les entreprises PME, ETI. Autre aménagement, donc troisième volet, aménagement des dispositifs d'intéressement et de participation. Là, c'est la possibilité désormais de prévoir des avances en matière de participation. Je rappelle que les avances en matière d'intéressement étaient d'ores et déjà prévues par le dispositif légal précédent. Néanmoins, sur la participation, et là ça devient un peu plus touchy, c'est que le Code du travail nouveau, donc 3348-1,
prévoit les modalités de remboursement en cas de trop perçu, hein, ce sont des retenues sur salaire, et le régime fiscal du trop perçu en cas d'affectation sur un plan d'épargne qui peut être débloqué. Donc, en attente de décret aussi, cette avance sur participation qui doit déterminer les conditions d'information des bénéficiaires. Donc, soyez attentifs dans le cadre des accords de participation désormais à penser, le cas échéant, à mettre en place des éventuelles avances sur participation, ce qui était déjà possible en matière d'intéressement. Néanmoins, en matière d'intéressement, la loi vient encadrer effectivement ces conditions de remboursement et le régime fiscal du trop perçu si d'aventure il n'était pas réclamé par l'employeur. Autre sujet intéressant aussi en matière d'intéressement, c'est désormais l'accord peut prévoir de fixer un salaire plancher et un salaire plafond, ou les deux, en matière de répartition individuelle des primes lorsque l'accord retient une répartition proportionnelle au salaire. La loi permet ainsi de favoriser les plus bas salaires pour atténuer des inégalités et éventuellement lorsqu'il y a distribution de l'intéressement. Autre sujet, c'est l'abrogation du report de 3 ans de la participation en présence d'un accord d'intéressement. Hein. Comme vous le savez, lorsqu'une entreprise qui a conclu un accord d'intéressement et venait à employer au moins 50 salariés, les obligations en matière de participation ne s'appliquaient qu'au 3e exercice clos après le franchissement du seuil d'assujettissement à la participation. Si, bien évidemment, l'accord d'intéressement était appliqué sans discontinuité pendant cette période. Désormais, il y a l'abrogation de ce dispositif et la mise en place de la réserve doit être envisagée sans considération d'un accord d'intéressement déjà en place. Donc, néanmoins, les entreprises qui bénéficiaient de ce report peuvent en bénéficier encore jusqu'à l'abrogation, avant l'abrogation, jusqu'au terme prévu. Et les dispositions précédentes, pareil, le constat avait été fait de se rendre compte que ces dispositions retardaient en réalité la mise en place de participation dans les entreprises qui disposaient d'un accord d'intéressement et qui franchissaient en fait ce seuil. Et en fait, le législateur, le pouvoir public, dans l'esprit de la loi partage de la valeur, a décidé un petit peu de rendre désormais caduque cette disposition. Autre point, obligation de recalcul de la réserve après rectification par l'administration ou par le juge. Là, c'est simplement une obligation de recalcul qui est légalisée et un nouvel article du Code du travail est inséré, 3326-1-1. La participation, donc autre sujet intéressant potentiel, c'est la participation dans les entreprises de moins de 50. Désormais, le législateur autorise de prévoir une participation avec une formule de calcul moins favorable que celle de la loi, qui est rappelée ici. La mise en place nécessite de cette participation volontaire avec une formule de calcul moins favorable que celle prévue par la loi doit être obligatoirement faite par accord d'entreprise, pas de décision unilatérale possible, et pareil, expérimentation sur 5 ans à compter de la promulgation de la loi. Je passe relativement vite parce que le temps nous est compté sur l'actionnariat salarié. Rapidement retenir qu'il y a certains, c'est des mesures techniques, hein, relèvement de différents plafonds en matière d'actions gratuites, de plafonds individuels rechargeables pour les mandataires sociaux ou les salariés qui détiennent plus de 10% du capital social. Également pour les mandataires sociaux, élargissement des cas d'attribution ou d'actions gratuites. Des mesures d'assouplissement. Je rentre pas trop dans le détail puisque ce sont des mesures assez techniques et pas toujours très présentes dans les entreprises. Pour aborder les sujets qui suivent, à savoir pour les plans d'épargne salariale, l'obligation de proposer un fonds écologique ou socialement responsable. Donc là, entrée en vigueur 1er juillet 2024, application conditionnelle à la publication d'un décret. Vous dire simplement que si vous disposez de ces dispositifs de plan, pensez à solliciter si les banques ou les courtiers ne le feront pas d'ici là pour aménager les PE, PERCO et autres PERO. Pour les plans d'entreprise, les plans d'épargne interentreprises, il y a une modalité technique aussi de simplification, de révision. Je ne m'y attarde pas non plus trop ce matin, vous le verrez dans le slide. Rien de transcendant, mais c'est encore une fois des mesures plutôt d'assouplissement. L'information annuelle des fonds communs de placement, la société de gestion doit effectivement présenter chaque année un audit, une information spécifique, si vous voulez, pour améliorer l'information de l'épargnant salarié.
les sujets sont toujours un petit peu touchy parce qu'en fait, c'est très technique. Les salariés, généralement, ne comprennent pas grand-chose sur ces fameux plans, enfin fameux placements, pardon. Donc c'est vrai que nous, le conseil qu'on peut donner généralement au cabinet, c'est d'organiser au moins une fois par an régulièrement une information auprès des salariés pour pouvoir les conseiller au mieux. Enfin, tu vois, conseiller, informer, parce que conseiller, c'est un peu trop délicat, si vous voulez, mais en tout cas, permettre aux salariés, lorsqu'ils ont la possibilité d'affecter des primes d'intéressement ou de participation sur des fonds, de leur donner un minimum d'informations pour pouvoir placer les sommes sur ces fameux plans, sur ces fameux placements, pardon. Voilà pour la loi de partage de la valeur. Alors, nous enchaînons sur les principales mesures de la loi de financement de la sécurité sociale 2024 et la loi de financement la loi de finances pardon 2024. Donc, ce sont deux lois qui comportent certaines mesures intéressantes qui nous a semblé effectivement présentées ce matin. Alors, premier sujet, ce sont les dispositifs de frais, dispositifs de remboursement pardon, de frais trajet domicile-lieu de travail. Les exonérations relatives au trajet domicile-lieu de travail sont modifiées par ces deux lois. À retenir principalement, puisqu'on n'entrera pas dans le détail, c'est la reconduction pour 2024 des mesures temporaires qui avaient été imaginées en 22 et 23 et l'augmentation des seuils d'exonération de droit commun à partir de 25 pour cette fameuse prise en charge facultative. Je vous indique également dans le BOSS, donc vous avez le lien sur le slide, donc les références indiquées dans le bulletin officiel de la sécurité sociale. Le dispositif, selon mon avis, voilà, devient complexe, hein, puisqu'il y a un empilement de dispositifs, mais disons que à retenir, pour les frais de transport public, là, la prise en charge obligatoire est de 50%, pouvant aller jusqu'à 75%, et les frais de transport personnel, la prise en charge effectivement facultative pour l'employeur se décline à travers la prime transport, le forfait mobilité durable, les indemnités kilométriques, la prime transport. Tous ces dispositifs peuvent se cumuler. On fait l'objet d'augmentation, on fait l'objet de précision sur l'augmentation des seuils d'exonération. Donc là, on ne peut que vous inviter à vous approcher de vos conseils respectifs parce que, je répète, hein, je pense que c'est assez technique. Il faut formaliser. Les cumuls sont possibles. Les seuils d'exonération, effectivement, sont intéressants pour les salariés si d'aventure vous souhaitiez mettre en place ce type de dispositif. L'arrêt maladie prescrit par téléconsultation, désormais, sauf exception, la durée des arrêts de travail est limitée à 3 jours. C'est un point qui a été retenu pour lutter contre les abus et les fraudes. Entrée en vigueur 1er janvier 2024. La mesure qui prévoyait que les indemnités journalières devaient être suspendues à l'issue d'une contre-visite employeur concluant l'absence de justification de l'arrêt de travail ont été finalement suspendues du fait d'une censure du Conseil constitutionnel. Autre sujet, interruption médicale de grossesse. Les IJ seront versés désormais dès le premier jour. La loi supprime le délai de carence de 3 jours normalement applicable en cas d'arrêt maladie. Le délai de carence légal, lui, de 7 jours applicable à l'indemnisation complémentaire par l'employeur est maintenu. L'entrée en vigueur applicable aux arrêts de travail prescrits à compter d'une date prévue par décret et au 1er juillet 2024 au plus tard, décret à ma connaissance qui n'est pas paru. Alors, autre mesure technique de la loi de financement, de ces deux lois, loi de financement de sécurité sociale et loi de finances, ce sont les pourboires, pour les salariés qui sont en contact avec la clientèle, une exonération fiscale qui est prolongée jusqu'au 31 décembre 2024. La sécurisation du nouveau régime des indemnités de rupture conventionnelle, on en a parlé lors de la matinale du 6 octobre dernier, qui est entré dans le bulletin officiel de la sécurité sociale et le code de la sécurité sociale est également modifié. Mesure technique, rien de particulier, mais c'est un point à souligner. L'abandon du transfert aux URSSAF du recouvrement des cotisations Agirc-Arrco, cette mesure apparemment, donc, sauf nouveau rebondissement, mais définitivement supprimé. Donc, les cotisations de retraite complémentaires resteront déclarées et payées auprès des régimes de retraite Agirc-Arrco, de même que la cotisation APEC. Cette mesure avait été initialement prévue par la loi de financement de sécurité sociale pour 2020. En bref, voilà, j'avance rapidement. Sujet important, proposition d'un CDI après un CDD.
l'employeur ou l'entreprise utilisatrice en cas d'intérim qui propose un CDI à l'issue d'un CDD ou d'un contrat d'intérim, désormais a une double obligation de notifier par écrit la proposition de CDI aux salariés selon une procédure particulière qui est visée par le décret que je cite là dans le slide, le décret 2023 qui est publié au journal officiel le 29 décembre, et d'informer France Travail, et là ça vient de paraître sur la base d'un arrêté du 3 janvier 2024, France Travail qui remplace Pôle emploi depuis le 1er janvier 2024, d'informer France Travail si le salarié refuse la proposition de CDI. Donc les modalités concrètes ont été effectivement là récemment, la semaine dernière, là il y a 3 jours, puisqu'on est le 12 janvier, est paru au journal officiel le 10 janvier, des modalités concrètes d'information de France Travail sur le refus éventuel. Donc l'enjeu de cette affaire, c'est de priver d'allocation chômage les salariés en CDD qui auraient refusé 2 fois un CDI sur un poste identique ou similaire. Donc, je vous explique pas un petit peu les complications pour justifier d'un poste identique ou similaire qui entraînerait la privation des allocations chômage. Donc, on rentre en fait dans un renforcement des obligations qui pèsent désormais sur les entreprises dans l'hypothèse où effectivement le CDD ou le travailleur intérimaire se voit proposer un CDI. Donc, retenez pour l'employeur, obligation de respecter une procédure particulière. Je n'entre pas dans le détail, mais c'est visé dans le décret, et l'information de France Travail à travers des modalités visées par l'arrêté. Comme on le disait, France Travail remplace Pôle emploi depuis le 1er janvier 2024. C'est la loi dite de plein emploi qui l'institue. C'est un nouvel opérateur qui a en réalité, qui remplace Pôle emploi. On verra dans la pratique, mais grosso modo, France Travail parce que c'est depuis le 1er janvier, des missions élargies et un accompagnement renforcé des demandeurs d'emploi. La loi plein emploi que je ne développe pas ce matin contient par ailleurs des dispositions pour les travailleurs handicapés et notamment un élargissement et un assouplissement de la reconnaissance de travailleurs handicapés. Adaptation, autre mesure intéressante sur laquelle on souhaitait attirer votre attention, c'est l'adaptation au droit de l'Union européenne d'un certain nombre d'informations que l'employeur doit désormais communiquer aux salariés lors de l'embauche. Il y a 14 points qui sont visés désormais dans le décret là, du 30 octobre 2023, l'intitulé du poste, les fonctions, la catégorie socio-professionnelle, la durée, les conditions de la période d'essai, le droit à la formation. Donc en fait, si vous voulez, ce décret définit la liste des informations à minima à transmettre et les modalités de communication. Lorsque une ou plusieurs de ces informations transmises doivent être notifiées, l'employeur doit remettre au salarié un document indiquant ces modifications dans les plus brefs délais, au plus tard dans un délai d'1 mois, je crois, ou 7 jours, je crois, à l'issue de cette modification. Vous dire quoi? Vous dire simplement que les modèles de documents ne sont pas parus parce que les modèles de documents sont cités, ces modèles de documents sont cités dans le décret et ne sont pas parus. Pas de panique à bord, j'allais dire, puisqu'on a un certain nombre d'informations qui sont déjà indiquées dans la déclaration préalable à l'embauche et dans les contrats de travail. Exit la notice d'information sur le droit conventionnel que vous pouviez pratiquer par le passé, c'est-à-dire au moment de l'embauche, une notice qui indiquait les accords collectifs, la convention collective, les accords d'intéressement, de participation en place. Ça, effectivement, ça a été mis au rencard, qui avait été institué par la loi de 2014 de mémoire. Néanmoins, dans le cadre de ces nouvelles dispositions, le décret prévoit on va dire un protocole d'interpellation réciproque. Le salarié qui ne reçoit pas ces informations dans le délai prévu, donc selon la nature des informations, puisque effectivement le décret évoque deux délais, 7 jours ou 1 mois selon les informations requises, peut saisir la juridiction prud'homale qu'à la condition d'avoir mis son employeur en demeure de les communiquer et en l'absence de transmission dans un délai de 7 jours à compter de la réception de la mise en demeure. Bref, retenez que ce sont des obligations effectivement qui vous incombent désormais depuis fin d'année dernière. On attend impatiemment un petit peu là les documents de synthèse ou d'information là qui sont censés être en tout cas communiqués par les pouvoirs publics. Néanmoins, les obligations devraient être largement respectées à travers les contrats
et la DPAE, le temps de formaliser effectivement cette fameuse note pour pouvoir répondre plus précisément à cette obligation ou ces obligations découlant de ce décret du 30 octobre dernier. Autre point de vigilance sur lequel je souhaitais attirer votre attention, c'est également une procédure d'information des salariés en CDD ou en contrat d'intérim sur des postes à pourvoir en CDI. Pareil, il y a de nouvelles dispositions dans le Code du travail en la matière. Autre sujet intéressant, c'est la reconduction pour les contrats aidés, les contrats en alternance, donc apprentissage et contrats de professionnalisation, la reconduction de l'aide exceptionnelle versée donc à ces apprentis ou à ces contrats en professionnalisation jusqu'au 31 décembre 2024. Je rappelle que cette aide est attribuée au titre de la première année d'exécution et peut s'élever jusqu'à 6 000 €. L'aide est attribuée sous réserve de respecter un certain nombre de conditions qui tiennent à la fois à l'entreprise, moins ou plus de 250 salariés, et à l'alternant. Donc ça, c'est aussi un point intéressant à retenir. Au même titre que ces aides aux alternants, il y a également une reconduction du dispositif emploi franc. L'aide à l'embauche, là, peut aller jusqu'à 15 000 € sur 3 ans. Donc, cette aide est prolongée jusqu'au 31 décembre 2024. C'est un dispositif, comme vous le savez peut-être, destiné à favoriser l'embauche des demandeurs d'emploi résidant dans certains quartiers prioritaires de la politique de la ville. En revanche, le délai de transmission par l'employeur des pièces justificatives au recrutement des emplois francs est réduit à 1 mois. Vous trouverez également des informations assez utile sur le site de France Travail. Le lien, vous l'avez effectivement sur le slide. Autre sujet important, et c'est une sorte de feuilleton là qui ne s'arrête plus pour les entreprises concernées, c'est la déduction forfaitaire spécifique pour frais professionnels, la DFS. Donc, on évoque les travaux publics, les journalistes, les VRP maintenant, les secteurs du spectacle. Donc, le BOSS, le bulletin officiel de la Sécurité sociale, a apporté une énième mise à jour en date du 22 décembre et élargi la DFS pour les secteurs du spectacle vivant et des VRP. Donc, sujet intéressant quand même, parce que bon nombre, en tout cas les cabinets d'expertise comptable traitent beaucoup de bulletins de paye pour les VRP. Donc, pour cette catégorie de salariés, ils sont également visés désormais par cette sortie progressive de la déduction forfaitaire. Précédemment, on avait les casinos, on avait la construction, les transports routiers de marchandises. Donc, cette liste s'allonge avec les 2 nouveaux secteurs dont on vient de parler. Je ne peux que vous inviter à aller vérifier le BOSS aussi, si vous êtes concerné, ou contacter bien évidemment le cabinet, pour veiller à bien appliquer les bons taux de déduction forfaitaire. Je rappelle que ce fameux taux peut être de 10 à 20, voire 30% par rapport au secteur d'activité concerné qui s'applique en fait sur les bulletins de paye. Les tolérances sont indiquées dans le bulletin, ainsi que les formalisations nécessaires. Autre sujet, le contrat de sécurisation professionnelle, qui est en fait le pendant dans le cadre des licenciements pour motif économique. C'est ce qui est obligatoirement présenté en matière dans le cadre des procédures de licenciement économique. Le contrat de sécurisation professionnelle a été prolongé jusqu'au 31 décembre 2024. Voilà. Autre point important dans l'hypothèse où vous devriez conduire ou mener des procédures de licenciement économique. Le document unique d'évaluation des risques professionnels, la loi santé au travail avait créé une obligation, une obligation de dépôt dématérialisé sur un portail numérique. Cette disposition devait entrer en vigueur au 1er juillet 2023 pour les entreprises d'au moins 150 salariés et au 1er juillet 2024 pour les autres. Ce dépôt dématérialisé ne sera pas mis en œuvre dans l'immédiat selon le ministère du Travail. Donc, on verra s'il y a, avec les changements ministériels, s'il y a des évolutions en la matière. Mais pour l'instant, une communication de novembre 2023 concourt à cette information-là. Donc, il y a une nouvelle phase de concertation qui est lancée par le ministère du Travail en la matière.
En revanche, chaque employeur, donc quel que soit l'effectif, hein, toutes les entreprises sont concernées, chaque employeur doit conserver des versions successives de ce document en format papier, puisque je vous rappelle qu'il y a une mise à jour obligatoire tous les ans, et de le tenir à disposition, mais uniquement pour celles en vigueur au 31 mars 2022 ou élaborées par la suite. Et la réponse du ministère du Travail était de dire chaque mise à jour du document unique doit être transmise au service de prévention et de santé, donc dit autrement à la médecine du travail. Autre sujet rapide, mais là on ne s'étend pas sur les congés payés et maladies, suite un petit peu au Big Bang là de l'arrêt de la Cour de cassation, des arrêts de la Cour de cassation du 13 septembre dernier. Donc ex-première ministre Elisabeth Borne, en date du 30 novembre dernier, avait annoncé que au cours du premier trimestre 2024, le législateur a prévu d'intervenir pour transposer dans le droit français la jurisprudence issue de ces arrêts. Donc, intervention du législateur relativement attendue, puisque en tout cas, les annonces du feu Premier ministre étaient de réduire au maximum l'impact de ces décisions pour les entreprises. Parce que je vous rappelle que on va dire la grosse information de cette jurisprudence pour les entreprises, c'est que désormais, les arrêts de travail pour maladie permettent aux salariés d'acquérir des congés payés sans deadline, si vous voulez. Donc là, il est possible que le législateur intervienne sur la notion de prescription. Voilà. En tout cas, de durée limitée d'acquisition de ces droits à congés suite à des périodes de maladie. Là, comme on arrive pratiquement à la fin, Aurélien, oui, si je ne m'abuse, il nous reste 3 minutes. J'entre pas dans le détail des infos clés, des informations, chiffres utiles. Vous le verrez sur le slide également sur les sites URSSAF là, que nous vous indiquons, à savoir la revalorisation du SMIC, les cotisations qui sont impactées au 1er janvier 2024, le plan AGS et vieillesse, les frais professionnels, on en a parlé, les titres restaurants et les plafonds. Vous avez dans ces 2 slides qui suivent les informations clés, en tout cas, qui ont été mises à jour au 1er janvier 2024. On en parle tout simplement parce que nous sommes fondamentalement cabinet d'expertise comptable et personnellement, j'attache aussi beaucoup d'importance sur la mise à jour des logiciels de paye et il me paraît toujours important d'attirer votre attention sur ces fameux paramétrages nécessaires, indispensables à mettre à jour, en tout cas au moins une fois par an et idéalement, bien évidemment, au début janvier, puisque si ces paramétrages ou ces mises à jour, notamment, et c'est la dernière slide, sur la réduction, par exemple, des taux de cotisation allocation familiale ou réduction Fillon ne sont pas mis à jour, malheureusement, les dégâts peuvent être, en tout cas les dommages peuvent être relativement importants. Donc pensez, si vous ne confiez pas la paye à des prestataires tiers et si vous la faites en interne, pensez à mettre à jour effectivement les paramétrages en bonne et due forme au 1er janvier 2024. Et je crois, Aurélia, que j'ai terminé en sachant que voilà, il nous reste 3 minutes pour répondre à d'éventuelles questions. Merci pour votre attention. Merci à toi, Giovanni, pour ta présentation. Alors oui, c'est toujours la difficulté de l'exercice. L'actualité est tellement changeante et tellement riche. On essaye en tout cas d'être assez exhaustif. Donc, on va peut-être pas pouvoir répondre à toutes les questions, mais je ne sais pas si vous avez vu dans le chat, vous avez aussi la possibilité de nous demander de vous recontacter si vous souhaitez qu'on échange plus en détail sur vos problématiques. Alors, on peut peut-être prendre la question de Céline qui nous demandait, pour ceux ayant une clôture de bilan au 31 janvier 2024 avec un effectif de plus de 11 et de moins de 20, ils ont donc l'obligation de le mettre en place au 1er février 2024, en parlant du partage de la valeur. Alors, je reviens sur le slide concerné. Alors, sur l'effectif, je trouve que c'est une très bonne question parce que je me suis posé la question de l'appréciation de l'effectif. Attendez, je reviens juste sur le slide. Alors, j'ai regardé, je n'ai pas trouvé pour le moment Alors, je pense que sur ces nouveaux dispositifs d'épargne salariale et les obligations qui incombent aux entreprises de 11 et plus, je pense qu'on aura des précisions de l'administration sous forme de questions-réponses, parce que, comme vous le savez, en matière d'appréciation d'effectifs, nous avons 2 niveaux d'appréciation, un niveau d'appréciation selon le code de la sécurité sociale et un autre niveau d'appréciation de l'effectif selon le code du travail. Et c'est vrai que je n'ai pas, et je ne voudrais pas dire de bêtises ce matin, je n'ai pas vu pour l'instant de précision
quant à savoir comment l'effectif est apprécié pour vérifier si l'entreprise, à un moment donné, quand elle bascule au-dessus de 11, alors qu'elle a été précédemment en dessous, à quel moment elle bascule dans l'obligation concernée. Mais donc, je dirais pour l'instant prudence. Alors prudence dans l'appréciation de cet effectif. Alors, si l'entreprise ne veut pas prendre de risque, bien évidemment, elle peut déclencher le tir, comme on vient d'en parler, mais il n'en demeure pas moins que ça mériterait une clarification. Très honnêtement, je n'ai pas trouvé pour le moment d'appréciation, effectivement. Je pense que c'est ce slide-là qui est concerné, 11 à 49. Puisque je vous rappelle que, par exemple, pour la mise en place d'un CSE, on tient compte des 12 derniers mois, par exemple, ce qui n'est pas… donc, la notion de 11 salariés doit s'apprécier sur 11 mois consécutifs ou non sur 12 mois. Donc, c'est vrai que, est-ce que l'on tient compte aujourd'hui pour ce nouveau dispositif de partage de la valeur de ce même cadre d'appréciation? Très honnêtement, je n'en sais rien. Merci Giovanni pour ta réponse. On avait une question de Sandrine qui nous disait: depuis qu'il est possible de verser 2 PPV dans la même année, faut-il comprendre que l'employeur peut verser 2 PPV dans le même trimestre, formalisés dans des DUE distinctes? Alors, pour les DU, lorsqu'on met en place 2 PPV, la réponse est oui. Il faudra prévoir effectivement 2 DU. Dans le même trimestre, alors après, oui, juste pour revenir sur la PPV, le dispositif que l'on connaissait avant, qui était de dire je fixe, donc je formalise une DU avec le versement d'une PPV, le versement par trimestre, effectivement, reste possible. Ça, on peut toujours évoquer plusieurs versements. Le sujet n'est… Le dispositif ancien résiste. Si la question est de savoir si on doit faire une deuxième PPV, une deuxième DU, pardon, si on prévoit de verser une deuxième PPV parce qu'on a défini de nouvelles modalités d'attribution, la réponse est oui. Merci Giovanni pour cette réponse. Alors voilà, il y avait pas mal d'autres questions sur la PPV. Oui, je m'en doute. Voilà. On a aussi une question concernant les indemnités kilométriques. Sont-elles cumulables avec la prime transport? Oui, je n'ai pas la réponse. Très honnêtement, oui, les dispositifs, oui, non, je vais à vérifier. Très honnêtement, c'est possible que ce soit noté dans le BOSS. C'est possible que le BOSS en parle sur les cumuls. Mais comme je le disais, l'empilement et le millefeuille est tel qu'on se repose systématiquement les questions. Là, la personne qui a posé la question, je ne peux que l'inviter soit à se rapprocher de son conseil habituel, soit d'aller vérifier dans le BOSS pardon, c'est ici, je crois. C'est là. Voilà, vous avez dans le slide, en fait, le lien. Et la prime transport, vous pouvez aller vérifier sur le paragraphe, 1060 et suivante. Bien sûr. Et alors, c'est rare de verser une prime de transport. Enfin, moi, je ne l'ai jamais vu. En fait, aujourd'hui, ce qu'on voit traditionnellement, ce sont les indemnités kilométriques. En sachant que, pareil, quand on verse des indemnités kilométriques aux salariés pour compenser les trajets personnels, domicile, lieu de travail, j'attire vraiment votre attention sur les conditions fixées par le BOSS parce que elles sont très piégeuses. Donc, soyez attentifs. Voilà. Merci beaucoup. On avait une autre question de Claudia qui nous demandait: que risque l'employeur s'il n'informe pas France Travail du refus de CDI du salarié qui était en CDD? Ouais, je n'ai pas vu de sanction non plus, oui, effectivement. Je n'ai pas vu de sanction. Alors, c'est vrai que c'est tout frais, très honnêtement. C'est ça aussi, c'est tout seront apportés. C'est tout frais. Parce que l'arrêté en question… alors je le lis en même temps, l'arrêté en question date du 3 janvier, publication JO le 10 janvier, donc il y a à peine, c'était avant-hier. L'arrêté évoque les modalités. L'information, en fait, je me doute qu'il puisse y avoir une sanction, mais je n'en ai pas encore confirmation. Voilà, ça me désole de ne pas répondre de manière plus clairement, mais
Mais c'est un dispositif qui est à double détente, hein, parce qu'effectivement, il y a une information auprès du salarié, ça, on l'a bien compris, certes, mais là où ça devient coton, c'est dans l'hypothèse où le salarié se verrait effectivement refuser des allocations chômage au motif que l'employeur a fait cette démarche. Donc, on ne voit que, pour parler un peu vulgairement, excusez-moi du terme, que des emmerdes dans cette affaire. Mais bon, voilà, c'est comme ça. De toute façon, c'est le propre de nos actualités sociales, c'est que c'est des actualités pour tout le monde et que vu qu'a priori, on n'est pas à l'initiative de ces décisions, c'est un peu le problème. Non, mais c'est vrai que les principaux commentaires qu'on a pu voir déjà, c'était sur la notion de qu'est-ce qu'on entend par travail, un poste similaire ou équivalent. Donc, c'est la raison pour laquelle il va falloir être très, très, très vigilant dans la première partie de la formation de l'employeur vers le salarié pour clairement confirmer qu'il s'agit d'un emploi équivalent et que voilà, il l'a refusé pour ensuite aborder la question de la procédure d'information de France Travail. Oui. Mais on est dans la logique et dans la loi plein emploi. Le but du jeu, c'est effectivement de limiter les situations de prise en charge des allocations chômage pour des salariés qui refuseraient en réalité un CDI et qui en réalité souhaiteraient davantage passer par la case allocation chômage. Voilà, c'est une volonté délibérée, là, en tout cas un objectif affiché délibéré des pouvoirs publics ou du gouvernement actuel. Donc voilà, hein, effectivement, faut faire avec. C'est ça. Alors, Céline nous précisait la toute première question que je t'ai posée, Giovanni. Sa question n'était pas forcément sur l'effectif, mais plutôt sur la date de début de l'exercice pour une entreprise qui n'aurait jamais versé de PPV et qui aurait l'obligation de la verser. Alors, on parle de... On parle de ça. Non, de ça, pardon. On parle de ça, hein? Oui. Ben, l'entreprise, juste Aurélia, que je comprenne, l'entreprise a un effectif de plus de 11 à partir de quand? Alors, je reprends la question de Céline. Une clôture de bilan au 31 janvier 2024 avec un effectif de plus de 11 et de moins de 20. Ils ont donc l'obligation de le mettre en place au 1er février 2024. C'est une question ou une affirmation? C'est une question. Ah non, enfin, sur le principe, l'obligation de verser une PPV, pour moi, c'est au 1er janvier 2025. En fait, tout dépend. Alors, bien évidemment, on est dans l'hypothèse, entreprise de 11 et plus, où l'entreprise réalise un bénéfice net fiscal et au moins égal à 1% du chiffre d'affaires pendant les 3 exercices consécutifs. Donc, les conditions d'exercice s'apprécient, puisque s'apprécie sur 22, 23, 24, et on est en train de parler de 1er janvier 2025. Donc c'est vrai que je suis un peu embêté pour répondre à cette question, puisque en fait le sujet dont il est question par rapport à la condition de réaliser un bénéfice net fiscal au moins égal à 1%, en fait doit s'apprécier sur 3 exercices donc consécutifs. Donc là, pour moi, l'obligation en février 24, je ne vois pas comment on pourrait reprocher à l'entreprise de ne pas mettre une PPV au 1er février 24. Voilà. Okay. Voilà. Après, si elle l'a mis en place, tant mieux. Mais pour moi, l'obligation, c'est 1er janvier 25. Enfin, je ne vois pas d'obligation qui pourrait tomber là dès cette année au titre de cette obligation-là, bien évidemment. Céline nous remercie et dit qu'elle avait un doute sur la date d'obligation. Donc, merci pour ça, Giovanni. Oui, non, mais vous savez, comme les dispositifs là sont tout à fait récents, on mise beaucoup sur aussi les questions-réponses et les précisions de l'administration, même si toujours à prendre avec des pincettes. Les commentaires, sont utiles, mais on a toujours besoin de revenir au texte de loi. Bien évidemment, les précisions de l'administration sont utiles, à prendre vraiment toujours avec précaution, mais néanmoins, on attend avec, on va dire, une relative impatience sur les précisions que donnera le gouvernement sur ces nouveaux dispositifs, puisque les questions-réponses sont toujours d'une certaine aide pour la compréhension de dispositifs qui généralement
sont pas toujours d'accès facile une fois publiées, en tout cas la loi une fois publiée au journal officiel. Bien sûr. Et peut-être une toute dernière question, et après, voilà, on vous invitera à revenir vers nous peut-être pour échanger plus en détail. On a Pascal qui nous demandait, le mandataire social est-il éligible à la PPV? Alors, il y a une réponse effectivement dans le BOSS. La réponse est oui, à la condition qu'il cumule avec un contrat de travail. Donc, dit autrement, un simple mandataire social, donc un gérant, enfin un président par exemple, et il n'a que le mandat de président, la réponse est non. Il sera éligible à la PPV si jamais la DU devait l'inclure, mais il ne bénéficiera pas des exonérations sociales et fiscales. Mais en revanche, il pourra être éligible au dispositif à l'instar des autres salariés, à la condition qu'il ait un contrat de travail à côté du mandat social et que ce contrat de travail, et ça c'est notre conseil, soit à minima, enfin fasse l'objet d'un avis positif de l'ex-Pôle emploi France Travail, c'est-à-dire en gros qu'on lui a reconnu l'éligibilité à l'assurance chômage. Voilà, en sachant que l'avis de Pôle emploi, enfin désormais France Travail, est toujours indicatif, et que naturellement c'est le juge judiciaire qui tranche sur la question de la validité d'un contrat de travail. Donc la situation de ces personnes qui cumulent contrat, mandat, toujours un petit peu touchy. Que mandat? La réponse est ne bénéficie pas de l'exonération, ça c'est clair. Mais quand on a un contrat et un mandat et que le contrat n'a pas fait l'objet d'une vérification auprès de Pôle emploi, là, on n'est pas très à l'aise parce que les contrôles URSSAF, généralement, s'appuient sur l'avis rendu par Pôle emploi, par France Travail, pour considérer qu'il y a réellement un contrat de travail. Voilà. Et bien évidemment, ensuite, dans le respect des limites d'exonération dont on a parlé. Mais c'est un point, si la personne qui a posé la question est intéressée, je sais que parfois consulter le BOSS c'est toujours un petit peu fastidieux puisque c'est assez beaucoup de littérature et assez technique. Alors c'est sûr que quand on fait ça toute la journée, on y va un peu gaiement, on va dire ça comme ça. Et quand on y va un peu une fois tous les ans, c'est un peu délicat. Mais néanmoins, cette réponse figure effectivement dans le bulletin officiel de la sécurité sociale. Enfin, ce que je viens de développer, la réponse figure dans le BOSS. Très bien. Merci Giovanni pour tes réponses à ces questions. Merci à vous tous pour avoir participé à ce webinaire. On reste bien évidemment à votre disposition et on vous souhaite une très bonne journée et à très bientôt. Un très bon week-end à vous tous. Bon week-end, effectivement. Merci beaucoup. Au revoir.